Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Card News, votre rendez-vous d'actualité Yu-Gi-Oh! Mensuel. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Comme ça, vous saurez quand les prochaines vidéos sortiront, même si normalement le samedi à midi, ça ne change pas. Et surtout, n'oubliez pas de me poser vos questions dans les commentaires pour la FAQ de fin d'année qui aura lieu le dernier samedi de décembre. Mais bon, moins de blabla, plus d'actu. Et aujourd'hui, on a un mois beaucoup plus calme que les deux précédents avec énormément d'actu cartes. Il n'y a pas vraiment beaucoup de produits dérivés ou ce genre de choses. Encore une fois, retrouvez dans la description les actus dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo parce qu'il y en aura quelques-unes. Encore une fois, on va essayer de commencer la vidéo fort avec l'annonce de deux nouveaux decks de structure tournant autour des deux monstres les plus emblématiques de la licence. Je pense que vous l'avez deviné au visuel, mais bien sûr, on va avoir à nouveau des decks autour du magicien sombre et du dragon blanc aux yeux bleus. Mais cette fois-ci, ils vont être à la sauce 25 ans. Et ça va changer quelques trucs. Parlons du visuel déjà pour commencer, il est tout simplement insane. Le petit logo 25e anniversaire, nos deux monstres préférés sur le packaging. Forcément, on adore. La grosse nouveauté de ces deux decks qui sont pour l'instant sortis seulement en OCG va être la présence à l'intérieur d'un Power-Up Pack. Il va contenir des staples qui sont assez joués dans le format actuel et c'est du coup assez intéressant de voir qu'ils ont un petit côté upgrade à l'intérieur des decks. J'espère que chez nous ils feront ça, même si j'ai pas beaucoup d'espoir. On verra bien ce que nous réserve ces decks quand ils arriveront chez nous en TCG. En attendant, sachez qu'ils sont sortis le 11 novembre dernier au Japon. Je vous laisse bien sûr un lien dans la description pour que vous puissiez voir plus en détail la liste des cartes à l'intérieur et surtout la liste du Power-Up Pack. On va encore une fois voyager dans le temps et cette fois-ci, on va se rendre en 2019. Et oui, on a encore des nouvelles cartes qui ont été annoncées pour le deck Assaut de l'air. Et la première d'entre elles a été annoncée comme une carte V-Jump promo. Et souvent les cartes promo de ce magazine japonais, c'est des dingueries. On va s'attaquer en premier du coup à l'attaquant chirurgical Striker. Ça c'est du nom qu'on impose. Il sera pas forcément joué partout, mais son effet est assez intéressant. Bon déjà, bien évidemment, cette carte est considérée comme une carte Assaut de l'air. Si l'adversaire active une carte ou un effet en chain 2 ou plus, effet rapide, on peut bannir 2 magies depuis notre main ou dans notre cimetière, annuler l'effet et détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Bien sûr, on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, et en contrepartie, si on n'a plus de magie dans notre cimetière, cette carte va perdre 3000 points d'attaque. Mais on ne va pas s'arrêter là dans les nouveautés de l'archétype Assaut de l'air, parce que deux nouvelles cartes ont aussi été annoncées dans l'OCG Premium Pack 2024. On va commencer par un nouveau monstre qu'on peut retrouver dans le main deck, le pilier du futur, Cyanos. Elle aussi, c'est important de le préciser, donc c'est pour ça que je le fais, est considérée comme une carte Assaut de l'air, bien sûr. Déjà, elle nous permet de défausser une carte magie depuis notre main pour l'invoquer spécialement, ce qui est pas mal dans le deck. Et justement, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir invoquer directement une rose Assaut de l'air depuis notre deck ou notre cimetière. En contrepartie, on sera complètement bloqué niveau invocation extra, on ne pourra faire que des monstres machines. Ça tombe bien, c'est le type principal du deck après tout. Enfin, dernier effet, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière, prendre une rose Assaut de l'air qui est bannie ou dans notre cimetière, et soit on va l'ajouter à la main, ou l'invoque spé. Pour terminer autour du support SS, on va s'attaquer à une nouvelle lien 3 qui tourne autour du personnage d'Azalea. C'est elle, si vous voulez vous rappeler de qui je parle. Elle va du coup aussi un peu emprunter son nom. Il s'agit d'Azalea, la Tempérance. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, on va pouvoir bannir une magie qui est soit dans notre main ou dans notre cimetière, cibler un monstre que l'adversaire contrôle avec maximum 2500 points d'attaque, et on va l'équiper directement à cette Azalea dans notre zone magie et piège comme une magie face recto. Et pour finir, petit bonus, si cette carte doit être détruite au combat, on va pouvoir invoquer un autre monstre Assaut de l'air depuis notre main ou notre cimetière en contrepartie. Ces trois nouvelles cartes vont essayer de venir renforcer le deck Assaut de l'air. Elles ont du potentiel, mais je trouve qu'elles fit pas énormément bien avec la mécanique du deck. Bannir les magies du cimetière, c'est pas vraiment ce que cherche à faire l'archétype à la base. Donc on verra si ça peut faire des trucs. Je laisse bien sûr les experts du deck faire leurs petites analyses dans les commentaires. On va continuer à parler de cette OCG et cette fois-ci on va s'attaquer au Terminal World. Cette extension va nous introduire du nouveau support pour un vieil archétype sorti en 2015 et qu'on a vu pour la toute dernière fois dans Tempête de Rage, et c'était en 2017 quand même. Je vais donc vous parler des cartes bêtes spirituelles et pour la petite anecdote, elles font partie du lore et de l'histoire autour des cartes Marionnettes de l'ombre. Vous reconnaîtrez parmi les monstres de cet archétype Wendy qui a donné naissance à de très nombreuses cartes Shadow qui sont assez puissantes. Mais bref, moins de blabla et plus de spoil parce que 4 nouvelles cartes ont été annoncées pour l'archétype. Parmi elles, on va commencer et retrouver
Tara, la dompteuse de bêtes spirituelles. Elle va clairement venir apporter de la consistance au deck parce qu'en échange de la discard depuis notre main, ça va nous permettre d'invoquer normalement un monstre bête spirituel depuis notre main. Autre effet, si un monstre de l'archétype qu'on contrôle doit être détruit au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir la bannir directement depuis notre cimetière à la place. Et justement, lorsqu'elle est bannie, on va pouvoir invoquer un monstre bête spirituel depuis notre deck, excepté elle-même, bien sûr. On va passer à l'extra deck maintenant avec je vous laisse prononcer ce nom parce que c'est un tout petit peu galère. Pour commencer, mécanique assez intéressante, il va pouvoir s'invoquer depuis l'extra deck en bannissant les matériels qui sont nécessaires à son invocation depuis notre terrain ou cimetière. Tant qu'il est là, il va protéger tous les autres monstres bêtes spirituels qu'on contrôle des effets de carte de l'adversaire. Et petite cerise sur le gâteau, il a un effet rapide. Il nous dit tout simplement qu'on va pouvoir retourner cette carte à l'extra deck, cibler un monstre bête spirituel banni, et l'invoque spé. Le monstre invoqué de cette manière ne pourra pas attaquer directement, mais c'est pas bien grave. On va continuer à farfouiller dans l'extra deck, et je vais vous parler de ce qui risque d'être le nouveau big boss de l'archétype. Il s'agit de Ultirerotari, bête spirituelle. Quand je veux, je peux, visiblement, parce que ça, c'était pas facile à prononcer. Déjà, elle a un effet statique qui nous dit qu'aucun joueur ne peut sacrifier de cartes pour activer des effets. Ça reste en dehors de ça, un très bon effet qui permet d'être protégé contre Nibiru ou Kurikara. Sinon, on peut à nouveau cibler une de nos cartes bête spirituelle bannie. On va la retourner dans notre main ou dans l'extra deck. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, on va invoquer normalement un monstre bête spirituel depuis notre main. Pour terminer, durant le tour de l'adversaire, elle a un petit effet rapide. Il nous dit qu'on peut cibler une carte bête spirituelle qu'on contrôle, mais aussi une carte de l'adversaire, et les bannir. Et j'ai bien dit une carte, donc on n'est pas forcément obligé de bannir nos monstres. Enfin, dernière carte annoncée, l'héritage des bêtes spirituelles. Premier effet statique, les monstres contrôlés par l'adversaire vont perdre 200 points d'attaque pour chaque type parmi les monstres bêtes spirituelles qu'on contrôle. En dehors de ça, on peut révéler un monstre de l'archétype depuis notre main et ajouter un monstre bête spirituel avec un type différent depuis le deck à la main et défausser une carte en contrepartie, quand même. Enfin, si 2 monstres ou plus sont invoqués en même temps sur notre terrain, on va pouvoir changer la position de combat d'un monstre sur le terrain. Bon, honnêtement, je pense pas que ce sera vraiment la prochaine méta, même si les cartes sont plutôt cool, mais ça fait quand même vachement plaisir de voir que Konami prend encore soin des petits decks rogues du passé. Encore une fois, s'il y a des amoureux de cet archétype, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Je vais maintenant revenir sur un petit produit dont je vous ai parlé dans la vidéo du mois dernier. D'ailleurs, petite pastille pour ceux qui ne l'ont pas vu juste ici. Après tout, il est jamais trop tard pour s'informer. Je vais vous parler d'une petite surprise, un petit bonbon qui a été annoncé dans les Quarter Century Duelist Box. Les joueurs Cybers et plus particulièrement, je pense, les joueurs de Salamangreande risquent d'être plutôt contents de cette annonce. Bon, assez de teasing, je vais vous parler d'un nouveau monstre Cybers qui a été annoncé qui s'appelle le Code de l'âme. Cette carte va directement venir renforcer le deck Salamangreande et décidément, le format éternel est plutôt populaire en 2023. Le retour de ce deck champion du monde de 2019 avait été assez timide malgré le support qu'il a eu dans les duellistes légendaires, donc peut-être que cette carte changera la donne. Pour commencer, elle va s'invoquer gratuitement tant qu'on contrôle un monstre lien. C'est plutôt simple. Ensuite, durant la main phase, on va pouvoir activer cet effet. Une fois ce tour, on va pouvoir invoquer un monstre lien Salamangreande en utilisant un monstre lien Salamangreande qu'on contrôle comme tout le matériel. Et enfin, petit effet rapide encore une fois pendant le tour de l'adversaire. On va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière et immédiatement après la résolution de cet effet, on va pouvoir invoquer par lien un monstre Cybers de lien 3 ou plus. Donc en résumé, ce petit bonhomme-là, c'est un mini sanctuaire et une mini IP Mascarena. C'est quand même assez strong et je pense que ça risque de se retrouver dans pas mal de listes Salamangreande, contrairement au dernier support annoncé, parce que c'est quand même très fort, on va pas se mentir. On va enfin parler de quelque chose qui va arriver en TCG, c'est tout simplement un nouveau corset principal. Et vous allez voir que rien qu'au packaging, certains d'entre vous risquent d'avoir une belle nostalgie. On va parler de l'héritage de la destruction. Et oui, c'est bien Gandora sur la display. Et attention pour les fans du deck de Yugi, préparez-vous à voir du très très lourd parce que de nombreuses cartes de son deck ont été refaites, remasterisées dans une version incroyable. Exceptionnellement, contrairement d'habitude où je vous parle grand maximum de 4 cartes dans les grosses annonces, cette fois-ci je vais vous parler de 6 nouvelles cartes sur 10 qui ont été annoncées pour la refonte du deck de Yugi. Je vous laisse bien sûr aller checker dans la description pour voir les 4 magies et pièges dont je n'ai pas parlé
ici en vidéo. On va démarrer sur les chapeaux de roue en parlant du monstre qui représente la boîte. On va parler de Gandora Geese, le dragon de la destruction. Il faut savoir que toutes ces nouvelles cartes ont un point commun, on va pouvoir les invoquer spécialement, tant qu'on contrôle le sarcophage doré de la lumière. J'y reviendrai un peu plus tard, bien sûr que je vais vous présenter cette carte. Pour revenir à Gandora, il va avoir un effet statique pour commencer, il va gagner 300 points d'attaque pour chaque carte qui sont bannies. Donc lui, c'est un giga Majou en puissance, mais plus fort, parce que Graine Majou, lui, c'est seulement nos cartes bannies, que lui, c'est toutes les cartes bannies. C'est quand même pas mal. En dehors de ça, on va pouvoir payer la moitié de nos points de vie pour détruire autant de cartes sur le terrain que possible. Et c'est pas tout, parce que si on le fait, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre de niveau 7 ou moins depuis notre deck. Bien sûr, ce monstre doit mentionner le sarcophage doré de lumière. Et si on le fait, il y a trop de virgules dans cet effet, on va pouvoir augmenter son niveau du nombre de cartes qui ont été détruites par l'effet de Gandora. Donc souvent vous allez vous retrouver avec un truc niveau 12. Donc en gros résumé, en plus d'avoir du flow, c'est un Majou en puissance et un breaker de board. Moi j'aime. Autre monstre emblématique de Yu-Gi qui va faire son grand retour, le Spadassin silencieux, mais version 0. Lui aussi va faire des folies, déjà pendant chaque stand-by phase, et je précise bien chaque stand-by phase, on va augmenter son niveau de 1. Oui, je sais, comme ça a pas l'air ouf, mais attendez la suite. Tant que le niveau de cette carte est différent de son niveau d'origine, elle va gagner une attaque égale à la différence fois 500. Donc, un niveau de différence égale 500 points d'attaque supplémentaires. En dehors de ça, lorsque l'adversaire va activer un effet qui cible le sarcophage doré ou un monstre qui le mentionne qu'on contrôle, effet rapide, on va annuler l'activation et augmenter son niveau de 1. Tant qu'à faire. Bien sûr, vous vous en serez douté, dans la même lignée que le Spadassin silencieux, on va avoir le Magicien silencieux 0. Comme son confrère, bien évidemment, son niveau va augmenter de 1, mais cette fois-ci, ce sera à chaque fois que l'adversaire va piocher une carte. Donc sur sa pioche normale, plus un niveau, sur un pot des désirs par exemple, plus 2 niveaux. C'est pas mal. Oui, parce que ça, je ne l'ai pas encore précisé à l'oral, le petit cadre s'en chargera pour moi, mais cette carte va augmenter d'un nombre de niveaux égal au nombre de cartes piochées par l'adversaire. Encore une fois, comme le Spadassin, tant que son niveau d'origine est différent de son niveau de base, cette carte va gagner 500 points d'attaque pour chaque niveau de différence. Enfin, lorsque l'adversaire va vouloir activer une magie ou un piège, tant qu'on contrôle le sarcophage doré de la lumière, effet rapide, on va pouvoir annuler l'activation encore une fois et augmenter le niveau de cette carte de 1. La team est bientôt au complet, mais avant de vous parler du dernier monstre, on en a encore un tout petit en rab. Il s'agit tout simplement du gadget tricolore. Donc lui, s'il est invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir tout simplement aller tuto un sarcophage doré de la lumière ou une magie ou un piège qui le mentionne directement depuis notre deck à notre main. Et en bonus, si jamais cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir directement poser un bastion de la forteresse cachée directement depuis notre deck dans notre zone magie et piège. Et je vous laisse aller voir la description pour savoir ce que c'est. Parce que oui, enfin, dernier monstre qui a été annoncé, et je ne vais pas parler de bastion, du coup, ça va être le Marshmallow. Je suis trop fan. Durant le tour adverse, si on contrôle le sarcophage doré de la lumière, effet rapide, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte directement depuis notre main. Et tant qu'on contrôle le sarcophage doré de la lumière, elle ne pourra pas être détruite au combat. Et aussi, il y a vraiment beaucoup de virgules dans les effets de ces cartes, les monstres de l'adversaire ne peuvent pas cibler d'autres monstres qu'on contrôle avec une attaque, hormis celui-ci. Vous avez remarqué qu'il a ses petites lunettes intégrées, donc c'est normal ce petit bonus d'effet. Pour finir, cerise sur le Marshmallow, si cette carte est détruite par un effet de carte, on va pouvoir invoquer un autre Marshmallow qui est banni dans notre main, dans notre cimetière ou dans notre deck sur notre terrain. Et si on le fait, trop de virgules, on va infliger 1000 points de dommages à l'adversaire. Et bien sûr, cet effet n'est qu'une seule fois par tour, sinon ce serait bien trop fort et trop compliqué de se débarrasser de ce petit bonhomme. Mais quand même, c'est un Marshmallow giga vénère. Il vous oblige à l'attaquer, et si jamais vous le passez pas en battle mais par un effet, ça en fait quand même revenir un autre de n'importe où, et en bonus, ça vous met des dommages. C'est quand même sacrément bien, on va pas se mentir. Du coup, dernière pièce maîtresse du deck de Yu-Gi 2.0, je suis bien sûr obligé de vous parler du sarcophage doré de lumière. Et pour les fans de l'animé, vous remarquerez que c'est la boîte dans laquelle Yu-Gi assemble le puzzle du Millennium, et ça franchement c'est pépite pour les gros fans comme moi. Déjà, pour commencer, elle va se protéger elle-même et nous dire qu'elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes. Mais ce n'est pas tout, parce que durant notre main phase, on va pouvoir aller tuto une carte dans notre deck qui la mentionne. Et ça, c'est quand même pas mal, parce que toutes les cartes de l'archétype
la mentionne. Et enfin, si jamais notre adversaire va invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière, on va pouvoir défausser une magie, cibler un de ces monstres et le renvoyer dans le cimetière. Reste dans ta tombe. Donc après la récente refonte des monstres Gazelle et Baphomet en version Illusion, on va avoir donc ce deck de Yu-Gi 2.0 qui a été annoncé et clairement je pense que ça va être du très très lourd. Je ne sais pas vous, mais l'annonce de ces cartes de mon enfance remises au goût du jour, ça me rend hype de fou furieux. Sachez en attendant que le corset Héritage de la Destruction sortira le 27 janvier en OCG. Ça laisse donc espérer une arrivée chez nous vers mai-juin à peu près. Mais vous savez quoi? Le pire, c'est qu'on ne va pas du tout en avoir terminé avec ce personnage de Yu-Gi, encore une fois sans le pharaon, parce que des cartes qu'il a jouées dans le manga et je crois à certains moments de l'animé ont été annoncées en version physique, parce que oui, elles n'existaient pas jusqu'alors. Ce nouvel archétype, ça va être le deck jouet. On va passer en mode Toys R Us et tout de suite on va s'attaquer au tank jouet. Déjà, première mécanique assez intéressante, il va pouvoir se poser dans notre zone magie et piège comme une magie. Et justement, si cette carte posée dans notre zone magie et piège doit être envoyée au cimetière, on va pouvoir l'invoquer spécialement. Ça fait un petit peu penser à la mécanique des artefacts d'ailleurs. Enfin, on va pouvoir sacrifier cette carte directement pour invoquer un monstre de maximum niveau 6 depuis notre main, ou si on contrôle la boîte à jouets, on va pouvoir l'invoquer depuis le cimetière à la place, excepté bien sûr lui-même. On va continuer notre petite aventure dans les rayons du magasin avec le soldat jouet. Comme le tank, on va pouvoir le set comme une magie dans notre zone MP. Encore pareil, si jamais elle doit être envoyée au cimetière depuis notre zone MP, on va l'invoquer à la place. Et justement, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir tuto une boîte à jouets directement depuis notre deck à notre main. Mais si on en contrôle déjà une, on va pouvoir tuto un monstre lumière de niveau 4 à la place. Pour finir, on va en parler justement de cette boîte à jouets parce qu'elle est quand même assez mignonne comme ça. Une fois par tour, on va pouvoir activer un de ses effets. Soit on va pouvoir poser 2 monstres depuis notre main, terrain ou cimetière dans notre zone magie et piège comme des magies, soit justement on va détruire 2 cartes dans notre zone magie et piège. Hormis ça, une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on va pouvoir envoyer une carte posée dans notre zone magie et piège au cimetière et détruire le monstre attaquant. Beaucoup d'autres cartes sont à retrouver dans le corset qui va introduire ces cartes de l'animé autour de certains personnages. Il s'agit de l'OCG Premium Pack 2024 et il sortira le 16 décembre prochain au Pays du Soleil Levant. Et pouf, je me suis un petit peu décalé, téléporté, pour vous dire que c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous l'avais dit, il n'y a pas beaucoup d'informations hormis des cartes, mais il faut avouer que ce mois-ci nous régale plutôt pas mal en termes de nouvelles cartes tirées de l'animé, et bien sûr, moi j'aime beaucoup ça. Mon info préférée, parce que je la trouve mignonnette, c'est quand même les nouvelles cartes jouets pour le deck de Yu-Gi. Je trouve ça plutôt cool d'avoir enfin créé des cartes autour de cet archétype qui était un petit peu discret ces dernières années, même si on avait quelques petites pistes avec certaines cartes déjà existantes. Mais voilà, moi, j'aime bien. L'info qui me donne le plus hâte, bien sûr, c'est le nouveau corset Héritage de la Destruction avec les nouvelles cartes en version 2.0 du deck du Yu-Gi. Honnêtement, je pense que ça peut faire des dingueries. Ça va encore être un deck qui va pouvoir peut-être se passer de l'extra. Et dans ce cas-là, il y a moyen de faire des trucs, je pense. Je suis assez fan, en fin de compte, des decks qui ne jouent pas trop avec les extras. Je joue Flunder et en ce moment, je suis en train de me faire un petit deck Memento. Donc voilà, ça donne une petite idée. Mais franchement, ça peut faire des trucs et je pense que ce n'est vraiment pas à sous-estimer. Et enfin, l'annonce la plus étonnante à mes yeux, ça va être encore une fois du support pour les decks du format éternel, que ce soit Assaut de l'air ou Salamandre. Décidément, Konami a un petit peu de mal à laisser mourir ses vieux archétypes, mais honnêtement, je trouve ça plutôt cool. Ce qui est encore mieux, c'est que du coup, ces supports vont peut-être modifier les decks ou la façon de les jouer, mais c'est surtout que le support Salamandre qui a été annoncé ce mois-ci, il y a moyen qu'il renforce vraiment le deck, contrairement aux cartes des duelistes légendaires 10. Donc ça, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de joueurs de ce deck du format de 2019. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo news vous aura plu. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup. Et dites-moi un petit peu dans les commentaires, vous aussi, c'est quoi les infos qui vous donnent le plus envie, dont vous avez le plus hâte, ou alors que vous trouvez les plus étonnantes. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas. J'aime vraiment beaucoup avoir vos retours. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Slifer.